au sein de la Banque d'Angleterre. Et plus particulièrement, je vais présenter l'un des axes de questionnement précis sur ce projet. Donc, quand je dis que ce sont les grandes lignes, c'est que nos réflexions collectives sont encore en chantier. On se dirige progressivement vers des articles de recherche, mais on en est encore loin. Donc, l'idée, c'est un peu de présenter l'état de nos réflexions sur la question. Donc, comme je disais, il s'agit d'un projet collectif. Il y a ici les listes des membres qui participent à ce projet. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal d'interactions entre différents continents. Et c'est aussi un projet qui est pluridisciplinaire, dans le sens où moi, je suis plutôt spécialisé en économie, en histoire de l'économie. On est plusieurs historiens de l'économie, mais on a aussi un philosophe, on va dire, en la présence de François, un politologue avec Clément Fontan. On essaie de mélanger un peu plusieurs traditions, plusieurs méthodes, etc. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une présentation qui est inspirée de nos réflexions collectives, qui est inspirée des infos et des données qu'on a collectées jusqu'à maintenant, mais cette présentation est personnelle dans le sens où elle n'a pas été construite collectivement auparavant. Il n'y a pas eu de réflexion collective préalable sur la présentation, et donc toute erreur, imprécision, insuffisance ou quoi que ce soit sera de mon fait. Donc, pour présenter l'ensemble du projet en quelques mots, c'est un projet qu'on a commencé à l'été 2019, qui est financé par Rebuilding Macroeconomics, qui est une sorte de réseau d'économistes. Enfin, c'est principalement des économistes britanniques, mais il y a aussi des anthropologues, des sociologues. Donc, c'est eux qui financent plusieurs types de projets sur la mondialisation, la complexité en économie, les évolutions de la finance et la question des institutions macroéconomiques. Et c'est ça qui fait qu'on travaille sur la Banque d'Angleterre, donc sur la banque centrale du Royaume-Uni. Donc, c'est un projet collectif pluridisciplinaire, ça j'ai expliqué pourquoi. Et donc, l'objectif, c'est d'étudier ce qu'on a appelé l'Academia Policy Pipeline, donc le canal de transmission entre les idées académiques, les travaux académiques et la prise de décision politique au sein de la banque. Donc, l'objectif, c'est un peu d'étudier le rôle de la connaissance économique, le rôle des idées économiques et le rôle aussi des économistes en tant qu'individus dans la prise de décision au sein de l'institution. Et aussi de regarder comment l'institution va construire un discours sur ses prises de décision et comment ce discours, comment ce récit sur ces prises de décision est inspiré par des idées économiques, est inspiré par le travail des économistes au sein de la Banque d'Angleterre. Pour cela, on utilise plusieurs sources. Donc, bien entendu, il y a un travail de lecture de ce qu'on appelle la littérature primaire, donc toutes les publications de la Banque d'Angleterre, mais aussi de la littérature secondaire, donc l'histoire de la Banque d'Angleterre ou le travail des politologues, des sociologues, des économistes sur la politique des banques centrales. On a aussi collecté pas mal d'archives à la Banque d'Angleterre, notamment pour la période allant des années 70 à 1995. Et jusqu'à maintenant, on a mené une quinzaine d'interviews avec des économistes en poste ou d'anciens économistes de la Banque d'Angleterre. Et enfin, un dernier pan de nos recherches, c'est de produire des analyses quantitatives, l'analyse de texte, l'analyse bibliométrique, l'analyse prosopographique sur plusieurs types de données autour de la Banque d'Angleterre. Donc voilà pour la présentation un peu générale. Pour l'instant, on s'oriente vers… on a plusieurs thématiques qui émergent. Une première thématique autour de la question de la prévision de l'inflation depuis les années 70, même si officiellement la Banque d'Angleterre n'a le droit de publier des prévisions que depuis 1993. Mais donc, on étudie un peu cette question de la prévision. Ils font des prévisions d'inflation depuis bien avant. Et la Banque d'Angleterre participe à la mise en place de la politique monétaire, notamment par la fixation du taux d'intérêt directeur. Et là encore, la Banque d'Angleterre n'a pas le choix de la fixation du taux d'intérêt avant 1997 et avant l'indépendance, mais elle est en étroite relation avec le Trésor pour cela. Et donc, l'idée, c'est un peu de regarder comment cette prévision de l'inflation et comment le fonctionnement de la politique monétaire est inspiré et co-construit avec les économistes et avec
les idées développées par la discipline. Un deuxième pan de nos recherches concerne plutôt la séparation entre analyse macroéconomique et analyse financière, qui est la Banque d'Angleterre a tendance à avoir deux prérogatives principales. D'un côté, on va voir que ça va changer dans le temps, mais d'un côté, la politique monétaire et de l'autre, la supervision bancaire et financière. Et donc, l'idée est un peu de regarder comment ces deux types de politiques interagissent et du coup, comment les expertises qui leur correspondent interagissent. Et la troisième thématique qui nous intéresse, et celle qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui dans ma présentation, c'est la place et le rôle des activités de recherche au sein de la Banque d'Angleterre et le rôle que ça peut jouer dans la construction d'une expertise pour la prise de décision politique. Et donc, même si on va s'intéresser à ce troisième point plus particulièrement, les concepts et les cas d'analyse que je vais essayer de vous présenter et de proposer sont bien entendu un peu plus larges et s'appliquent partiellement aux autres problématiques. Mais donc, c'est cette question de la recherche qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, s'intéresser à la recherche au sein de la Banque d'Angleterre ça conduit à se poser tout un ensemble de questions. La première étant comment est organisée concrètement cette recherche au sein de la Banque d'Angleterre. Est-ce qu'elle est promue? Est-ce qu'elle est incitée? Est-ce qu'on incite les économistes de la banque à faire de la recherche? Quel temps est dédié à cette recherche? Est-ce qu'on essaye d'embaucher des chercheurs qui vont se consacrer entièrement à la recherche? Est-ce qu'il y a un département de recherche autonome? Donc, je vais vous donner un peu des réponses à toutes ces questions, mais c'est une première forme de question qui nous intéresse. La deuxième, c'est de savoir quels sont les programmes de recherche implicites ou explicites qui sont défendus au sein de la Banque d'Angleterre. Comment est-ce que s'organisent ces choix de recherche? Comment est-ce qu'on priorise tel ou tel sujet? Comment est-ce que ça va évoluer au cours du temps? Ça va nous intéresser. Un troisième point, c'est de savoir quels sont les usages de la recherche produite au sein de la banque. Est-ce qu'il s'agit de publier dans des revues académiques, ou scientifiques? Est-ce qu'il s'agit de participer à des conférences académiques? Est-ce qu'il s'agit parce que la recherche, c'est une manière de former les individus au sein de la banque? Est-ce que ça permet d'appuyer plus directement également le processus de décision politique? Et le dernier point qui nous intéresse, c'est d'étudier plus précisément l'interaction justement entre cette prise de décision politique et la recherche en tant que telle. Comment est-ce que les personnes qui sont impliquées dans la prise de décision politique interagissent avec les chercheurs? Comment cela impacte les choix de programmes de recherche? Et à l'inverse, comment les chercheurs participent au comité de prise de décision politique? Donc voilà un peu toutes les questions que nous sommes amenés à nous poser quand on parle de la recherche au sein de la Banque d'Angleterre. Donc un premier point épineux va être de tenter de donner quelques définitions à plusieurs termes qui sont importants pour nous. Donc notamment en premier pour l'expertise, et notamment l'expertise économique et financière qui va nous intéresser ici. Alors ce que je vous propose, c'est une définition un peu locale, telle qu'elle est donnée par François Claveau et Julien Prudhomme dans leur livre sur les experts, l'ouvrage collectif sur les experts, qui est paru en 2018. Donc, on a plusieurs critères. Un individu ou un groupe jugé comme expert est un groupe qui possède une supériorité épistémique dans un domaine donné. Cette supériorité épistémique va permettre à ce groupe ou à cet individu de réclamer le droit d'orienter l'action publique. Et cette supériorité épistémique est reconnue socialement. Donc, typiquement, la Banque d'Angleterre rentre dans le cadre de cette définition. La Banque d'Angleterre a une expertise sur la politique monétaire et la supervision bancaire et financière. Et donc, on considère qu'elle a en son sein une supériorité épistémique et qu'elle a donc le droit d'orienter l'action publique. La question qui se pose dès lors, si on parle de supériorité épistémique, est de savoir d'où vient et quel est ce savoir qu'a la Banque d'Angleterre. Alors ici, pour faire simple, je parlerai plutôt de savoir économique et financier, même si, notamment dans les dernières années, on peut voir que le spectre disciplinaire des membres de la Banque d'Angleterre a varié, mais parlons ici de savoir économique et financier. Ce savoir, il va être double au sein de la Banque d'Angleterre. On va d'abord avoir un savoir pratique qui relève notamment de la connaissance concrète des marchés, du fait qu'on a des
des routines d'opération en mettant en place la politique monétaire quotidiennement. On va pouvoir observer certaines données particulières. Les membres de la Banque d'Angleterre ont aussi un savoir juridique sur comment est-ce qu'on peut mettre en place la politique monétaire, la supervision financière, etc. Donc, un premier savoir pratique d'un côté, et de l'autre, un savoir qu'on pourrait dire académique ou scientifique, c'est-à-dire un savoir qui est produit par le champ scientifique de l'économie et de la finance, suivant des standards qui sont propres à ces disciplines. Et donc, distinguer ces deux savoirs, cette dualité est assez importante parce qu'elle peut justement être source de conflits ou de controverses au sein de la Banque d'Angleterre, notamment parce que, par exemple, on va accuser le savoir pratique d'être parfois biaisé, d'être non scientifique, ou à l'inverse, on va avoir des membres de la Banque d'Angleterre qui jugent parfois le savoir académique ou scientifique inutile car il ne permet pas concrètement de mener à bien la politique monétaire. Il est insuffisant pour prendre certaines décisions. Donc, on a une tension qui peut exister entre ce savoir pratique et ce savoir académique. Dès lors, la question maintenant qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut définir la recherche. Donc ici, on pourrait parler de recherche scientifique ou académique et qui relèverait de 3 caractéristiques. On pourrait tenter de donner 3 caractéristiques à cette recherche. La première, c'est d'être ancré dans une perspective de long terme, par opposition à ce qu'est le court-termisme de la prise de décision politique. La Banque d'Angleterre a besoin de prendre des décisions régulières, par exemple de fixer un taux d'intérêt tous les mois, et donc elle va se poser des questions de court terme sur quel sera le taux d'inflation le mois prochain, quelle quantité de titres de dette faut-il acheter cette semaine, etc. Et donc la recherche aurait tendance à avoir une vision de plus long terme que cette vision court-termiste et quotidienne. Même si on verra que c'est pas toujours facile de séparer les deux. Un deuxième point pour définir la recherche qu'on pourrait avancer, c'est on pourrait considérer que ce qui est de la recherche au sein de la Banque d'Angleterre, c'est ce qui va être reconnu comme de la recherche par les chercheurs dans le champ académique, par les chercheurs dans les universités. Donc un indicateur de ça pourrait être le fait de citer des travaux de la Banque, que des chercheurs citent des travaux de la Banque d'Angleterre. Et un troisième critère, ça serait, on pourrait considérer que ce qui est de la recherche au sein de la Banque d'Angleterre, c'est ce qui a vocation à être publié dans une revue académique ou ce qui respecte les standards de la publication académique. Même si l'objectif final, même si la publication finale ne se fait pas, on pourrait considérer qu'à partir du moment où il y a un respect d'un certain nombre de critères de standards académiques, on est dans le cadre de la recherche. Ces définitions étant posées, pour questionner un peu plus cette idée de recherche au sein d'une institution telle que la Banque d'Angleterre, on pourrait partir du fait qu'il existe dans nos sociétés un consensus sur l'idée qu'il faudrait que la décision politique s'appuie sur la recherche scientifique. Une fois qu'on a posé ce consensus, demeurent plusieurs problèmes. Le premier, c'est de savoir où s'arrête la science et où commence la politique. Puisque d'un côté, déjà, on peut considérer que la recherche est parfois empreinte d'idéologie, qu'elle est empreinte de préférences politiques, qu'elle repose sur une certaine vision du monde. De plus, la connaissance scientifique ne se traduit pas automatiquement et facilement en choix politique. Donc, ça pose un premier ensemble de questions. De manière assez liée, se pose aussi la question de l'opérationnalisation de la recherche. Vous avez des résultats scientifiques, vous publiez des articles scientifiques, mais là encore, il s'agit de pouvoir les traduire, de pouvoir les transformer concrètement en décisions politiques, en choix politiques. Et se pose donc la question de comment s'opère le pont entre les deux. Et le troisième point qui peut poser problème, le troisième point épineux, c'est la question de savoir de quelle recherche parle-t-on. À partir du moment où il n'y a pas de consensus évident sur les résultats dans un champ scientifique sur tel ou tel sujet, s'appuyer sur la recherche scientifique pose la question de savoir sur quelle recherche on va s'appuyer, sur quel courant de pensée, sur quelle méthode.
Il y a aussi une question de ressources monétaires et temporelles à allouer. Qu'est-ce qu'on va prioriser comme recherche? Qu'est-ce qu'on va opérationnaliser en premier lieu? Donc, il y a tout un ensemble de problématiques qui se posent quand on s'interroge sur le lien entre recherche scientifique et prise de décision politique. Sur les banques centrales, plus précisément, on a pas mal de travaux depuis quelques années qui défendent l'idée qu'on assisterait à une scientisation des banques centrales. On va voir que cette question de la scientisation pose problème, mais on a plusieurs travaux qui soulignent cela. D'un point de vue quantitatif, d'abord, on a une tendance assez nette qui a été mise en avant par plusieurs chercheurs, mais notamment par François Claveau et Jérémy Dion, qui est que si on regarde les publications dans les revues d'économie, plutôt de macroéconomie et d'économie monétaire, si on regarde les publications dans ces revues, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'économistes qui sont affiliés à des banques centrales. Autrement dit, la recherche académique est de plus en plus produite par des économistes de banques centrales. Ce qui nécessairement a un impact sur le type de connaissances qu'on produit dans le champ académique. Ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser au sujet de la Banque d'Angleterre, mais c'est une tendance importante de la recherche dans les banques centrales. Et un deuxième point, c'est on a plusieurs travaux de politologues sur la scientisation des banques centrales et notamment sur la scientisation de la prise de décision des banques centrales. Par exemple, Mark Hussein considère que la scientisation au XXIe siècle constitue le cinquième âge des banques centrales. Et quant à Mudge et Vaucher, ils étudient un peu l'usage des modèles macroéconomiques au sein de la Banque centrale européenne et montrent comment ce qu'on appelle les modèles DSGE, qui sont les modèles un peu à la pointe de la recherche académique en macroéconomie, comment ces modèles DSGE participent de l'identité de la Banque centrale européenne. Et Mudge et Vaucher soulignent justement comment cette importance des modèles DSGE est liée à la position particulière qu'occupe la BCE dans l'espace des institutions politiques européennes. Donc voilà, on a pas mal de travaux sur l'importance prise par la science et donc par la recherche au sein des banques centrales, mais reste à interroger les mécanismes qui sont sous-jacents à cette recherche dans les banques centrales. Donc, plusieurs questions se posent. Tout d'abord, la question, ça je l'ai un peu dit, du type de recherche que cette scientisation implique. La question de à quoi va servir cette scientisation, pourquoi est-ce qu'on veut plus de recherche dans une banque. On peut aussi s'intéresser au fait que la dynamique, même si certains de ces travaux, notamment Mark Hussein, tend à montrer une dynamique un peu linéaire de cette scientisation, on va voir, et à travers le cas de la Banque d'Angleterre, que cette scientisation n'est pas forcément linéaire. Et qu'elle est aussi, on peut avoir différents types de scientisation et que ça ne veut pas forcément dire la même chose. Donc, ce que je vais faire là, je vais essayer de construire un petit appareil heuristique pour tenter de poser un ensemble de questions à notre objet. Donc, ce que je vous propose, c'est une représentation en 2 fois 2 dimensions sur la recherche au sein d'une banque centrale et au sein de la Banque d'Angleterre plus particulièrement. Donc, le premier ensemble de questions qu'on pourrait se poser, c'est d'où vient le savoir au sein de la Banque d'Angleterre. Donc, dans un premier temps, au niveau de la Banque d'Angleterre elle-même, au niveau organisationnel, certains savoirs, certains outils, certains programmes de recherche peuvent venir, on va dire, du staff, donc des économistes en bas de la hiérarchie de la Banque d'Angleterre, ou bien ça peut venir plutôt du top management, des dirigeants de la Banque d'Angleterre qui vont vouloir promouvoir tel ou tel programme de recherche. De même, ces programmes de recherche ou ces outils peuvent être inspirés par l'extérieur de la Banque d'Angleterre, donc par exemple par des recherches académiques faites dans les universités ou par ce qui se passe dans d'autres banques centrales, ou bien ça peut être le fruit plutôt de recherches, de travaux menés en interne depuis plusieurs années ou de données qui sont propres à la Banque d'Angleterre.
une deuxième ligne d'opposition va concerner plutôt les usages et les objectifs du savoir produit dans les banques d'Angleterre. Donc ici, on a une double distinction, encore une fois, une distinction externe, interne. La recherche que l'on va produire, les savoirs que l'on va produire, est-ce qu'ils ont vocation à être utilisés en interne, par exemple, pour prendre des décisions sur quel doit être le taux d'intérêt, ou bien est-ce que ça va être utilisé en externe. Alors ça peut être utilisé en externe pour aider la Banque d'Angleterre à négocier dans des négociations internationales de régulation financière, ou bien ça peut être utilisé justement pour que la Banque d'Angleterre vende ses travaux et essaye de gagner en crédibilité. Ce qui nous amène à notre deuxième axe vertical. Quel est le but de la construction d'un savoir? Quel est le but de la construction d'un programme de recherche? Ça peut être, et souvent ça peut aussi être les deux, mais ça peut être soit un gain de réputation. Donc la Banque d'Angleterre va mettre en avant tel ou tel programme de recherche parce qu'elle cherche à montrer qu'elle a une certaine crédibilité. Donc elle a de bons outils ou elle a de bons économistes qui produisent de la bonne recherche et ça permet d'assurer sa réputation. Ou bien il peut y avoir un besoin plus concret d'opérationnalité. La Banque d'Angleterre a besoin d'outils ou a besoin de faire des recherches sur tel sujet parce que c'est nécessaire à sa prise de décision politique. Donc, pour illustrer un peu ça, ce qu'on peut faire, c'est essayer de positionner certains programmes de recherche et outils de la Banque d'Angleterre dans cet espace. Alors, par exemple, si on regarde le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire la politique monétaire qui a été mise en place par la Banque d'Angleterre à partir de fin 2008, début 2009, pour lutter contre la crise financière et les problèmes de liquidité sur le marché monétaire. Bon, eh bien, la Banque d'Angleterre a cherché à développer une expertise sur le quantitative easing. Cette expertise vient d'en haut, puisque c'est le comité de prise de décision politique qui avait besoin, qui avait pris ces décisions politiques et qui avait besoin un peu de rationaliser et de comprendre ce qui se passait en mettant en place l'assouplissement quantitatif. Et donc, du fait qu'il y avait assez peu de connaissances sur le sujet dans le champ académique, c'est plutôt quelque chose qui s'est fait notamment en interne. À l'inverse, on peut considérer par exemple que toutes les réflexions qui se sont développées au sein de la Banque d'Angleterre sur le changement climatique, notamment avec le nouveau gouverneur qui est arrivé en place en fin 2013, qui a essayé de mettre en avant l'importance du changement climatique dans les réflexions sur les banques centrales. Donc ça vient d'en haut, ça vient du gouverneur, mais là encore, c'est quelque chose qui était très peu développé en interne à la banque et qui donc vient plutôt d'une pression externe. En ce qui concerne les politiques macroprudentielles, qui est un nouvel outil des banques centrales depuis la crise, pour essayer justement de limiter le risque systémique et d'éviter les effondrements bancaires. Là, on a quelque chose qui est assez intermédiaire, qui est développé notamment en interne avec les données de la Banque d'Angleterre et qui est développé parce qu'on en a besoin pour mettre en place des politiques. Mais en même temps, ça vient d'une pression externe et de certains mandats de la Banque d'Angleterre. Si on regarde du coup la question de la diffusion et des objectifs de ces politiques, alors le changement climatique, on peut considérer que dans un premier temps, il y a clairement un objectif de réputation. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Carney fait ce discours sur le changement climatique, il y a très peu de travaux au sein de la Banque d'Angleterre qui traitent de ça. Donc il n'existe pas d'expertise particulière au sein de la Banque d'Angleterre sur ça, et surtout, ce n'est pas utilisé dans la prise de décision politique. Donc ça sera peut-être utilisé à terme, mais dans un premier temps, c'est vraiment une question de réputation de la Banque d'Angleterre de montrer qu'elle prend à cœur ce problème. Pour le quantitative easing, c'est l'inverse, puisque justement, on a mis en place cette politique fin 2008, début 2009, avec très peu d'expertise préalable, mais du coup, il a fallu réfléchir à l'impact de cette politique, il a fallu réfléchir à comment est-ce qu'on allait la continuer dans le temps, et donc il a fallu en toute urgence développer une expertise concrète pour l'opérationnalité du quantitative easing. Donc voilà un peu pour illustrer ces tensions. Donc l'idée ici est de vous montrer qu'il existe tout un ensemble de tensions dans l'organisation de la recherche au sein d'une banque centrale.
Donc j'en ai listé quelques-unes ici. Le premier ensemble de tensions autour de la recherche va concerner l'opposition entre ce qu'on pourrait appeler l'académisme et l'utilité concrète. On se rend compte quand on interviewe des économistes à la Banque d'Angleterre, que surtout quand on interviewe ceux qui sont impliqués dans la prise de décision, qu'il y a une peur que les économistes au sein de la banque fassent un travail qui est pour but d'être publié dans des revues académiques, mais qui du coup ne soit pas très utile pour la prise de décision politique. Et ce qui va de pair avec une deuxième tension entre l'utilité à court terme et l'utilité à long terme de la recherche, puisque la Banque d'Angleterre a besoin régulièrement de prendre des décisions, donc elle demande régulièrement à ses économistes de travailler sur telle ou telle question, alors même que la recherche implique un agenda de plus long terme étalé sur plusieurs mois et qui donc se détache de cette question à court terme de la décision politique. Un autre point de tension qu'on a repéré dans nos interviews, c'est celui de l'opposition entre l'autonomie de la recherche au sein de la banque et la planification de la recherche. Si on embauche des chercheurs au sein de la Banque d'Angleterre, on peut supposer que ces chercheurs voudraient avoir une certaine autonomie sur leur sujet de recherche. Dans le même temps, il y a une volonté au sein de la banque de choisir quels vont être les sujets de recherche importants, ce sur quoi il va falloir travailler. Et donc, il y a une volonté un peu de contrôler ce processus de production de la recherche. Un autre point qui est assez lié à ça, qui est de savoir encore à quel point la recherche est libre. Et si elle est libre, est-ce que la recherche peut critiquer, la recherche au sein de la banque, est-ce qu'elle peut critiquer les prises de décision de la Banque d'Angleterre ou bien est-ce qu'il existe un régime de censure ou d'autocensure au sein de la banque pour limiter ou pour contrôler les travaux de recherche qui vont sortir. Et un autre point de tension qui est assez important dans ce qui ressort des interviews qu'on a menées, c'est que la production de la recherche au sein de la banque peut servir deux objectifs. Le premier, c'est de produire des outils concrets pour prévoir l'inflation ou pour mesurer telle ou telle variable. Mais il y a aussi un besoin de construire des récits ou de construire des narratives sur comment est-ce qu'on va expliquer telle situation économique, comment est-ce qu'on va rendre compte de tel choix ou tel choix politique. Donc la recherche sert aussi à alimenter une forme de rhétorique au sein de la banque. Donc toutes ces tensions et la manière dont la Banque d'Angleterre tente de les résoudre ou de s'en accommoder va évoluer au cours du temps, et ça évolue pour plusieurs raisons. Le rôle des individus peut être important, la dynamique organisationnelle interne peut être importante, on a aussi une évolution des connaissances académiques qui peut impacter la Banque d'Angleterre, mais l'un des éléments qui va jouer un rôle majeur, c'est la variation de la place de la Banque d'Angleterre dans le champ de la politique économique et financière. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est comment les mandats et les instruments de la Banque d'Angleterre évoluent au cours du temps. Alors, avant 1993, alors on va dire entre 1980 et 1993, on a une situation où c'est le Trésor britannique qui est tout puissant pour décider de la politique monétaire et pour fixer le taux d'intérêt. Et donc, la banque n'a qu'une fonction de consultation et de conseil pour cette politique monétaire, même si c'est la Banque d'Angleterre qui est en charge ensuite de mettre en place la décision. Mais par contre, là, la Banque d'Angleterre a des prérogatives en termes de supervision bancaire et financière, même si là encore, ça se marche un peu sur les pieds avec le Trésor. À partir de 1993, ce qui est intéressant, c'est que la banque est autorisée à publier ses propres prévisions. Auparavant, c'était le Trésor qui publiait les prévisions d'inflation, les prévisions de croissance. À partir de 1993, la banque est autorisée à publier ses prévisions et elle doit publier un inflation report tous les trimestres. Même si c'est toujours le Trésor qui fixe la politique monétaire, cette fois-ci,
la banque publie ses propres prévisions. La situation va changer drastiquement à partir de 1997 avec l'indépendance de la Banque d'Angleterre qui maintenant, désormais, contrôle directement la politique monétaire. Ce n'est plus le Trésor qui fixe, ce n'est plus le Trésor qui va fixer la cible d'inflation et le taux d'intérêt directeur. Mais dans le même temps, la banque va perdre ses prérogatives en matière de supervision bancaire et financière. Et enfin, un dernier changement important, après 2017, il y a tout un bouleversement, bien entendu, avec la crise financière et la mise en place de l'assouplissement quantitatif, qui introduit de nouvelles pratiques en termes de politique monétaire au sein de la banque. Et surtout, on a également le retour d'un rôle plus concret et plus précis de supervision bancaire et financière. Donc, toutes ces évolutions politiques nous permettent d'encadrer et de réfléchir aux évolutions de la place de la recherche au sein de la Banque d'Angleterre. Donc, avant de vous proposer une évolution en 3 périodes de cette place de la recherche, je vais passer très brièvement je vais donner quelques petites données pour comprendre comment cette recherche évolue au sein de la banque. Donc ici, on a les différents types de publications de la Banque d'Angleterre. Donc en bleu, les publications dans des revues académiques, et en rose et en vert, ce sont des publications internes. Donc on voit clairement qu'il y a une tendance à l'accroissement du nombre de publications. Mais ce n'est pas un accroissement linéaire, on a un accroissement par vague avec la fin des années 80, début des années 90, qui est une période un peu particulière, puis après l'indépendance, une croissance assez forte des publications, un creux pendant la crise avant que ça reparte en 2014, notamment avec l'arrivée du nouveau gouverneur McCarthy. On a aussi, ici, vous avez les données en termes de PhD, de doctorat. Donc, est-ce que les économistes qui arrivent à la banque en telle année ont un doctorat ou pas? Donc, on voit que plus on avance dans le temps, plus justement le doctorat est un élément essentiel du recrutement des économistes au sein de la banque. Et un dernier point sur lequel je vais passer très rapidement, c'est où est-ce que les économistes qui sont engagés à la banque ont obtenu leur diplôme. Et on a une ouverture de plus en plus forte à l'Europe et à l'Amérique du Nord, même si ça reste très britannique en majorité. Donc à partir de là, on peut essayer de détacher 3 grandes périodes de la recherche au sein de la Banque d'Angleterre. Dans un premier temps, on a une période un peu ambiguë, la période 79-92, où ce qui domine, c'est en partie un savoir pratique et où il existe une recherche scientifique, mais où il n'est pas facile d'essayer de démêler à quoi sert cette recherche scientifique. Il existe une division économique qui produit de la recherche économique, mais elle est relativement marginale au sein de la banque. Elle est marginale pourquoi? Parce que la tâche majeure de la Banque d'Angleterre à cette époque, c'est d'opérationnaliser concrètement la politique monétaire sur le marché monétaire. Et dans cette perspective, ce qui domine, c'est le savoir pratique, et on se rend compte que dans la division qui se charge de cette opérationnalisation, il y a assez peu d'économistes qui produisent de la recherche. Pourtant, la banque a un certain intérêt à développer une expertise, puisque cette expertise que développe la Banque d'Angleterre lui permet de conseiller le Trésor et de tenter d'influencer le Trésor. Et si je parle d'ambiguïté, c'est justement parce que on se rend compte que certains individus hautement placés dans la hiérarchie se soucient assez peu de la recherche à cette époque, alors que d'autres essaient justement de développer les capacités analytiques de la banque. Ça change assez fortement à partir de 1993, notamment parce que les prévisions d'inflation, l'écriture de l'Inflation Report, et ça va être encore plus fort avec l'indépendance, augmente la responsabilité de la banque qui, de plus en plus, est obligée de rendre des comptes. Donc, va se construire une expertise au sein de la banque autour du contrôle de l'inflation et autour de la fixation du taux d'intérêt directeur. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de travaux qui sont publiés un peu des travaux d'économie politique qui vont questionner quelle est l'importance de la transparence de la banque, quelle est l'importance de l'indépendance, comment est-ce que la banque doit cibler le taux d'intérêt. Donc, il y a tout un programme de recherche qui s'organise au sein de la banque autour justement de cette prévision d'inflation et de cette gestion de la politique monétaire. Ce qui implique aussi, cette responsabilité implique que l'expertise est beaucoup plus sous pression. Donc, la banque va devoir communiquer sur cette expertise
On va avoir beaucoup plus de questions qui vont être posées sur les modèles qui sont utilisés par la Banque d'Angleterre. Et donc, la banque va devoir faire attention au modèle qu'elle utilise. Elle va devoir tenter soit de cacher ses modèles à certains moments, soit de les rendre plus solides ou de les faire apparaître plus solides pour pouvoir assurer sa crédibilité. Et malgré cela, on se rend compte que dans la période, contrairement à ce que tend à dire la littérature sur la scientisation, on a une forte dimension politique qui domine, qui demeure dans la prise de décision. On a de nombreux débats sur les choix de modélisation. On va contester les modèles utilisés. Ces débats vont sortir parfois dans la presse également. Donc, on a un accroissement de la recherche dans la banque et en même temps, on a une recherche, une expertise beaucoup plus sous pression. Dans le même temps, durant cette période, demeure un refus d'une politique volontariste de la recherche. C'est-à-dire que le gouverneur de l'époque, le chef économiste en dessous du gouverneur, refuse de laisser beaucoup de marge de manœuvre aux économistes pour faire de la recherche. Le but, ça reste que le travail des économistes serve à aider la décision politique. Donc, si jamais on laisse de la place aux chercheurs pour faire de la recherche, il faut que cette recherche elle puisse quand même être assez fortement reliée à la décision politique et aux problématiques qui se posent à la Banque d'Angleterre. Et donc, on n'a pas non plus de programme de recherche explicite à cette époque. La troisième période, qui s'étend de 2008 à 2019, est vraiment une période assez dynamique où d'abord, il y a ce choc de la crise financière avec une expertise qui se retrouve démunie face à la crise. On a des prises de décision politiques, notamment autour de l'assouplissement quantitatif, sans appui véritable sur la recherche au départ. On voit que la hiérarchie va mobiliser une partie du staff, mais pour travailler un peu secrètement sur des rapports pour aider le quantitative easing, mais ça ne se diffuse pas plus largement dans la banque. Et dans le même temps, progressivement, après la crise, va tout de même émerger tout un nombre de nouvelles problématiques au sein de la banque, notamment autour de la question de la stabilité financière, du risque systémique, des politiques macroprudentielles. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que toutes ces problématiques émergent avant même que la banque récupère ses prérogatives en termes de supervision bancaire et financière. Et donc, cette transformation progressive suite au choc de la crise va culminer en 2014 avec le lancement officiel d'un agenda de recherche au sein de la banque qui cherche à se montrer comme à la pointe de la recherche avec 5 piliers, avec une volonté de publier beaucoup plus. Donc, on a des critères de publication, des critères d'impact de la recherche au sein de la banque et la création ce n'est pas un département autonome, mais la création d'une organisation interne qui va être en charge d'organiser une partie de la recherche au sein de la banque. Donc, on a quelque chose qui se rapproche un peu plus de la manière dont la littérature sur la scientisation décrit, par exemple, ce qui se passe à la Banque centrale européenne. Mais on a quelque chose qui reste encore assez ambigu au sein de la Banque d'Angleterre, notamment à travers le fait que ce nouveau programme de recherche, il se veut ou il se revendique comme en partie hétérodoxe et pluraliste. Donc, il y a une forme de critique de l'économie dite mainstream à l'époque, au moment du lancement de cet agenda, ce qui révèle d'ailleurs quelques tensions internes au sein de la banque entre les économistes qui produisent une certaine analyse macroéconomique qui sert à la politique monétaire et de nouvelles approches qui se développent au sein de la banque. Et il y a tout un ensemble de tensions, toutes les tensions que j'ai soulignées un peu avant, elles continuent un peu d'exister au sein de ce programme de recherche, puisque au travers de nos interviews, on peut voir que, par exemple, s'il y a une incitation à publier plus, il y a une méfiance qui demeure envers la publication académique, qu'on juge parfois peu ouverte aux nouvelles approches, aux nouvelles méthodes. On considère que publier dans les meilleures revues économiques, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important pour une banque, car ce qui domine toujours, c'est quand même l'idée que la recherche doit pouvoir appuyer la politique économique, la politique monétaire et la régulation financière. Donc, on voit à travers le temps, assez tardivement, la Banque d'Angleterre développe
une sorte d'approche volontariste de la recherche, mais qui reste assez empreinte en fait, de toutes les tensions qui animent l'organisation de la recherche au sein d'une banque centrale. Et je vous remercie pour votre attention. Ah, ça marche-tu? Bon, bonjour. Merci, Aurélien. On va commencer la période de questions, puis on va fonctionner, je crois, un peu différemment. Je vais vous donner la parole au fur et à mesure. Donc, ça serait au tour de François Claveau à poser la première question. François? Me voici. Bonjour. Bon, je ne vais pas nécessairement être le premier à poser la question, mais d'accord, je peux faire ça. Donc, je l'ai mis dans le chat si tu veux regarder, Aurélien. J'ai des fois plus de facilité à m'exprimer à l'écrit. Mais j'ai vraiment trouvé intéressant là, tes 4 axes. En général, j'ai trouvé super intéressante ta tentative, donc, parce que je participe au projet, bien entendu, de faire sens, de résumer là, tout ce qu'on a comme données. J'imagine qu'on va continuer à en discuter longuement dans notre équipe, mais je trouve que ça nous fait avancer. Puis je te remercie pour ça. Pour lancer la discussion sur un point relativement précis, donc tu avais tes 4 axes. Et donc, je me demandais, étant donné que tu ne mettais pas ça de l'avant, tu les plaçais puis tu disais « Trust me, croyez-moi, c'est là que ça va ». Je vois qu'il y a des trucs qui semblent justifiés par rapport à ce qu'on connaît déjà. Un axe en particulier qui m'a surpris de ta rapidité à positionner les différents programmes, c'est sur l'axe réputation-opération, où plus précisément, tu plaçais donc la recherche ou l'invocation de la recherche sur les changements climatiques en haut, justement, et l'assouplissement quantitatif en bas. Et je me disais, probablement que tu es quelqu'un qui considère que toute la recherche est réputation, te dirais, ben, en fait, ils sont mis à faire de l'assouplissement quantitatif, ils sont mis à faire de la recherche sur l'assouplissement quantitatif parce qu'ils se sont dit, on va se faire brûler s'ils se rendent compte à quel point on a bricolé le truc. Donc, c'est important de faire de la recherche simplement pour me montrer patte blanche. Oui, c'est basé sur la science. Et à l'inverse, quelqu'un qui considère que l'ensemble de la recherche à la banque est une question d'améliorer les opérations, te dirais, ben, effectivement, quand Carney a parlé du changement climatique, il ne se passait pas grand-chose en recherche, mais c'était à long terme une question de modifier nos opérations. Donc, j'aimerais juste t'entendre là-dessus pour commencer la discussion. Alors, sur le quantitative easing, oui, je pense que ça peut être un sujet de débat. Le sentiment que j'avais, moi, reposait plutôt sur quel type de recherches ont été entreprises au sein de la banque sur le quantitative easing. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une sorte pas d'aveu de faiblesse dans le type de recherche, mais en gros, on s'intéresse à quel est l'impact du quantitative easing. Donc, en fait, les recherches qui sont publiées, ce n'était pas tant des recherches sur comment il faut opérationnaliser le quantitative easing, mais des recherches sur qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence en termes de croissance, d'inflation, de baisse du chômage, etc. Et tout. Donc, on est déjà vraiment dans le programme de recherche sur le quantitative easing et dans les articles qui paraissent à partir de 2010, 2011, etc. On est vraiment dans étudier les conséquences de la politique qu'on a déjà mise en place. Donc, c'est pour ça que moi, je le lisais un peu de cette manière-là. Mais alors oui, c'est vrai qu'il est possible qu'il existe une dimension de réputation dans le sens où il faudra regarder ça plus précisément, mais il y a tout un débat, quand est lancé le quantitative easing, il y a tout un débat pour savoir comment est-ce qu'on le justifie. Et les membres du comité de politique monétaire le justifient de manière différente dans les 6 premiers mois. Et puis ensuite, ils disent non, mais ça ne va pas du tout, il faut qu'on se mette d'accord sur un type d'explication particulier. Et donc, il y a un type d'explication qui s'impose au bout de 6 mois. Et donc là, on pourrait regarder comment la recherche a joué sur le choix du canal qu'on utilisait publiquement pour justifier le quantitative easing. Sur le changement climatique, on peut imaginer que l'objectif, c'est justement que, en quelque sorte, on pourrait dire que le point se déplace vers le bas. C'est-à-dire que Carney, en faisant ça, il y a une volonté, à mon avis, de montrer l'engagement de la Banque d'Angleterre vis-à-vis du réchauffement climatique, mais aussi peut-être d'encourager l'institution à produire de la recherche au sein de la banque. Si on est un peu méchant avec les économistes ou avec certains courants de pensée en macroéconomie, il y a assez peu de travaux sur l'impact du réchauffement climatique à long terme. Et donc, du coup, c'est dans une institution comme la Banque d'Angleterre, ça ne doit pas être facile de développer ce type de recherche dans un premier temps. Donc, c'est aussi une manière
en avançant publiquement ce problème du réchauffement climatique comme un problème de banque centrale, ça peut être aussi une manière en interne et dans le bottom de stimuler la recherche interne de la banque. Pour qu'à terme, ça soit opérationnalisable. François, est-ce que ça répond à tes questions? Attendez, on a pris le micro. C'est Ouais. bon? Je touche plus. Oui, Martine, on t'entend. je te laisse gérer mon micro. Oui, je pense qu'on est deux à jouer dessus. Là. Exact. J'aime ça rester maître de mon micro. Donc oui, merci. Merci Aurélien. On va avoir le temps d'en discuter, bien entendu. J'aime mieux laisser la place à d'autres pour la discussion. OK. Il y a M. Fontan qui semblait avoir une question là, qui renchérissait sur une des tiennes. Alors, je vais lui laisser la parole. Oui, merci Aurélien. Oui, merci Aurélien. Bonjour tout le monde. Je vais poser ma question très rapidement. En plus, on aura vraiment l'occasion d'avoir nos débats internes au sein de l'équipe de recherche. Mais peut-être que ça va intéresser les gens de savoir conceptuellement comment tu tiens une dimension interne et externe pour la réputation avec tes exemples. En fait, quoi, tu vois, juste sans rentrer dans les détails empiriques, comment tu peux avoir une dimension interne et externe de la réputation quand il s'agit de mener une recherche, en fait. Aurélien? Oui. Ah oui, je me disais que ça pouvait jouer à deux niveaux. Ce que j'aurais tendance à mettre dans l'interne en termes de réputation, c'est ce qui va concerner le recrutement des économistes. C'est-à-dire que le but est de réussir à amener les économistes au sein de la banque. Et donc, là, la réputation va jouer. Par exemple, si on se vend comme une institution à la pointe de la recherche, ça peut inciter à faire venir les meilleurs économistes. On a eu un peu ça dans les interviews où il y a cette question de si vous ne proposez pas un salaire supérieur aux meilleures universités ou si les gens peuvent aller travailler dans la finance, etc. Et si vous ne les incitez pas trop à faire de la recherche, etc., comment est-ce que vous les faites venir? Donc, il y a toute la question de comment on attire les économistes au sein de la banque. Et du coup, je pense que la question de la réputation pour attirer des gens en interne est importante. Je pense qu'elle joue à un deuxième niveau qui est très lié aussi, à mon avis, avec l'organisation hiérarchique de la banque, qui est à un moment, il faut aussi essayer de satisfaire les économistes en interne. Et donc, on pourrait se poser la question de savoir si pousser tel ou tel programme de recherche, ce n'est pas une manière aussi de répondre à des pressions ou à des désirs en interne des économistes. Donc, c'était un peu comme ça que je le voyais. Est-ce que ça répond à votre question, M. Fontan? Parfait, merci bien, merci beaucoup. Oui, je vais donner la parole à Emiliano, qui avait une question d'un autre ordre. Alors, Emiliano, je te donne la parole. Tout à fait, oui. C'est une question. Salut Aurélien. Salut. Ordre, parce que tu sais que je viens de toute une série d'études en philosophie. Et si je rappelle bien, au début de ta présentation, tu as cité quelques chercheurs en philosophie. Hein? Donc, plus ou moins, quel est-il le rôle de la philosophie dans votre projet? Donc, tu parlais d'un projet interdisciplinaire. Donc, et tu citais des chercheurs justement en philosophie. Est-ce qu'il y a des théories philosophiques qui sont en jeu dans votre projet? Et s'il y en a, c'est quelle question, c'est quelle théorie, quel type de théorie philosophique? Plus ou moins, hein, c'est une question vraiment générale. Hein. Ouais. Alors là, c'est terrible ce que tu me fais parce que tu m'obliges vraiment à me mouiller sur un domaine que si tu le sais, je sais que tu t'occupes pas de philosophie, c'est vraiment. Mais non, je pense que la question de la scientisation d'une institution, de quelle est l'utilisation du savoir dans la prise de décisions politiques, etc., touche à pas mal de sujets
d'épistémologie. Après, pour l'instant, on n'a pas forcément de… Alors, par exemple, François a son background et ses connaissances et sans doute ses auteurs préférés et compagnie, etc. Pour l'instant, on n'a pas clairement de fil conducteur en termes de courant philosophique, etc. précis dans le projet. D'accord. Mais une fois de plus, je t'avoue que ce n'est pas le domaine où je me sens à l'aise. Écoute. Oh. Oui, Méliano. Non, mais comme tu as dit, pardon. Mais si par contre, si tu as des idées ou des… Non, mais tu sais que la question de la scientisation, c'était une autre question que je voulais te poser parce que ça me semblait justement un type de question philosophique. Mais voilà, donc ça veut dire que la tienne est une réponse pertinente. Donc, t'inquiète pas. Donc, tu as donné une réponse philosophique. Hein. Mais du coup, si tu as des idées d'auteurs, de choses à aller voir, etc. On est super, merci. Parfait, on va passer à la question suivante. Jérémy, c'est à toi la parole. En fait, en répondant à Clément, Aurélien a possiblement touché à ma question, donc je peux laisser plus de temps aux autres, à moins qu'Aurélien vous ait plus prononcé. Moi, j'ai pas vu ta question, donc je… Ah, d'accord. En fait, c'était sur ton outil heuristique. Je sais pas, quand tu présentais, évidemment, j'avais des liens qui se faisaient dans ma tête entre l'acte top, management et bottom, juste les chercheurs, et le deuxième axe vertical, réputation et opération. Je me demandais si c'était en fait voulu dans cet outil-là qu'il y ait des liens qui se font facilement entre les deux, ou si en fait j'avais tout tort d'essayer de faire les deux. Oui, alors moi, mon but, c'était d'essayer de diviser entre la première représentation qui concernerait la source et l'influence du savoir, et la deuxième qui concerne plutôt les objectifs et la diffusion de ce savoir ou de ce programme de recherche, etc. Mais oui, clairement, moi, je le vois comme assez lié. Mais c'était aussi peut-être une manière d'organiser un peu les questions de manière schématique et méthodique. Par exemple, juste le cas de Carney, en fait, c'est une façon de répondre à cette question-là pour être à l'interne, du côté de la base de chercheurs. Tu l'as dit, il n'y a personne qui travaillait sur les changements climatiques. Mais c'est venu de Carney et ça a été rapidement réapproprié par les chercheurs ou pas? J'ai pas, de ce que j'ai pu voir en termes quantitatifs sur les sujets de recherche, les travaux de la Banque d'Angleterre post-2014, ça a toujours pas l'air d'être un sujet de recherche incroyable. Après, apparemment, il y a quand même vraiment une incitation. Ça fait partie d'un des 5 piliers de l'agenda de recherche. Donc, il y a vraiment une incitation à publier sur ce sujet. Mais quand on regarde un peu ce qui ressort en termes de publication, moi, ça ne m'apparaît pas comme majeur pour l'instant. D'accord. Alors, on va passer à une dernière question de la part de Jean-Guy Prévost. Alors, Monsieur Prévost, à vous la parole. Oui, bonjour Aurélien. Bonjour. Simplement, j'aurais voulu que tu dises quelques mots de plus peut-être sur les tensions entre le fait que des banques comme la Banque d'Angleterre sont des institutions nationales avec des mandats publics. Donc, il y a quelque chose dans le statut des employés de la banque qui en fait des quasi-fonctionnaires. Et le fait que la communauté épistémique à laquelle ils appartiennent est en fait transnationale. Aurélien? Oui. Ça me fait penser à une anecdote assez marrante qu'on a eue lors d'une interview. Donc, on a interviewé un des individus qui a vraiment été très haut placé dans la Banque d'Angleterre. Et en fait, le comité décisionnaire, il est composé de 9 personnes. C'est 5 internes et 4 externes. Et du coup, il nous a tout de suite prévenu, il nous a dit, mais méfiez-vous il y a des faux et des vrais internes. Et pour lui, ça veut dire quoi, les faux et les vrais internes? Les vrais internes, c'est ceux vraiment qui ont l'identité Banque d'Angleterre, qui ont l'identité civil servant, l'identité du service public et de
de l'institution, et il y a ceux qui travaillent à la Banque d'Angleterre, mais qui, par exemple, sont plutôt des économistes. Eux, ce qui les caractérise, c'est d'avoir un PhD dans telle institution ou telle autre, et qui donc ne sont pas dans cet esprit de fonction publique. Donc on retrouve déjà un peu ça au niveau national. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on a commencé la base de données prosopographiques, justement, moi, l'un des trucs qui m'intéressait, c'est de voir comment est-ce que le recrutement des économistes au sein de la banque s'ouvre. Comment est-ce qu'il s'ouvre à l'Europe? Comment est-ce qu'il peut s'ouvrir aux États-Unis? On peut imaginer que si on veut recruter les meilleurs économistes, il faut peut-être aller les chercher dans les universités américaines, etc. Et alors, j'ai pas de point de comparaison, mais on constate que même dans les dernières périodes, on a encore 70% des économistes qui sont formés en Angleterre. Donc, il y a un paradoxe assez fort qui reste que c'est une institution assez anglaise. Alors après, ça serait assez logiquement, mais qui reste quand même fortement ancré géographiquement parlant. Donc, il y a sans doute une volonté de conserver une certaine identité, mais non, ça serait un point intéressant à noter, notamment lors des négociations internationales ou dans les relations avec les autres banques d'Angleterre, à quel point il y a une sorte de tension entre une internationalisation et ce côté plus local, service public. Parfait. Merci Puis Monsieur Fontaine, lui, énonçait l'anecdote sur la Suisse. Est-ce que ça te disait quelque chose? Peux-tu élaborer? Je ne suis pas connecté du tout au chat. Au chat, oui. Alors, l'anecdote pour la Suisse, ça pourrait être pour une autre fois ou tu nous la racontes cette fois-ci? Alors, c'est quoi l'anecdote de la Suisse? Ah oui, non, oui, du coup, donc l'un des points importants, en effet, c'est à travers la même interview, notre interlocuteur soulignait aussi quand même qu'il y avait une forte dimension de socialisation donc à travers les rencontres à Bâle sur la régulation financière et bancaire, où tous les banquiers centraux se rencontraient et que souvent, c'était... Ils nous racontaient ça au moment où on parlait de l'indépendance de la Banque d'Angleterre et le ciblage de l'inflation. Et donc, le fait que tous ces individus se rencontraient au même endroit, ça contribuait à forger une sorte d'identité commune et à faire circuler des idées sur la manière d'organiser les banques centrales. Donc oui, donc une fois de plus, il y a vraiment un point de tension, à mon avis, assez intéressant. Parfait. Alors, je crois que ça va ainsi conclure ta conférence, Aurélien. Je te remercie infiniment. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne fin de semaine. Au plaisir de vous revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Aurélien, au revoir. Merci beaucoup.